Elle articula ces 3 mots d'une voix sourde. D'April l'observa, fit quelques pas et, revenant à elle, « Vous avez écrit à Louis Lacombe ?»« Certes, mon mari était en relation. »« En dehors des lettres officielles, n'avez-vous pas écrit à Louis Lacombe d'autres lettres ? Excusez mon insistance, mais il est indispensable que je sache toute la vérité. Avez-vous écrit d'autres lettres ?» Toute rougissante, elle murmura « Oui. » « Et ce sont ces lettres que possédaient les frères Varin ? » ?»« Oui. »« Monsieur Andermatt le sait donc. Il ne les a pas vus, mais Alfred Varin lui en a révélé l'existence, le menaçant de les publier si mon mari agissait contre eux. Mon mari a eu peur, il a reculé devant le scandale. Seulement, il a tout mis en œuvre pour leur arracher ces lettres. Il a tout mis en œuvre, du moins je le suppose, car à partir de cette dernière entrevue avec Alfred Varin, et après les quelques mots très violents par lesquels il m'en rendit compte, il n'y a plus eu entre mon mari et moi aucune intimité, aucune confiance. Nous vivions comme 2 étrangers. En ce cas, si vous n'avez rien à perdre, que craignez-vous ? Si indifférente que je lui sois devenue, je suis celle qu'il a aimée, celle qu'il aurait encore pu aimer. Oh, cela j'en suis certaine, murmura-t-elle d'une voix ardente. Il m'aurait encore aimée s'il ne s'était pas emparé de ces maudites lettres. Comment ? Il aurait réussi. Mais les 2 frères se méfiaient cependant. Oui, et ils se vantaient même, paraît-il, d'avoir une cachette sûre. Alors, j'ai tout lieu de croire que mon mari a découvert cette cachette. Allons donc, où se trouvait-elle ? Ici. Je tressautai. Ici ? Oui, et je l'avais toujours soupçonné. Louis Lacombe, très ingénieux, passionné de mécanique, s'amusait à ses heures perdues à confectionner des coffres et des serrures. Les frères Varin ont dû surprendre et par la suite utiliser une de ces cachettes pour dissimuler les lettres et d'autres choses aussi, sans doute. « Mais ils n'habitaient pas ici » m'écriai-je. « Jusqu'à votre arrivée, il y a 4 mois, ce pavillon est resté inoccupé. Il est donc probable qu'ils y revenaient et ils ont pensé en outre que votre présence ne les gênerait pas le jour où ils auraient besoin de retirer tous leurs papiers. Mais ils comptaient sans mon mari qui, dans la nuit du 22 au 23 juin, a forcé le coffre, a pris ce qu'il cherchait et a laissé sa carte pour bien montrer aux 2 frères qu'ils n'avaient plus à les redouter et que les rôles changeaient. 2 jours plus tard, averti par l'article du Gil Blas, Étienne Varin se présentait chez vous en toute hâte, restait seul dans ce salon, trouvait le coffre vide et se tuait. Après un instant, D'April demanda « C'est une simple question, n'est-ce pas, Monsieur Andermatt ? C'est une simple supposition, n'est-ce pas ? Monsieur Andermatt ne vous a rien dit ?»« Non. Son attitude vis-à-vis de vous ne s'est pas modifiée. Il ne vous a pas paru plus sombre, plus soucieux ? Non. Et vous croyez qu'il en serait ainsi s'il avait trouvé les lettres ? Pour moi, il ne les a pas. Pour moi, ce n'est pas lui qui est entré ici. Mais qui alors ? Le personnage mystérieux qui conduit cette affaire, qui en tient tous les fils et qui la dirige vers un but que nous ne faisons qu'entrevoir à travers tant de complications. Le personnage mystérieux dont on sent l'action visible et toute puissante depuis la première heure. C'est lui et ses amis qui sont entrés dans cet hôtel le 22 juin. C'est lui qui a découvert la cachette. C'est lui qui a laissé la carte de Monsieur Andermatt. C'est lui qui détient la correspondance et les preuves de la trahison des frères Varin. Qui, lui ? Interrompis-je, non sans impatience. Le correspondant de l'Écho de France, parbleu, ce Salvator, n'est-ce pas d'une évidence aveuglante ? Ne donne-t-il pas dans son article des détails que seul peut connaître l'homme qui a pénétré les secrets des 2 frères ? En ce cas, balbutia Madame Andermatt, avec effroi, il a les lettres également, et c'est lui qui, à son tour, menace mon mari. Que faire, mon Dieu ? Lui écrire, déclara nettement D'April. Se confier à lui sans détour, lui raconter tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez apprendre. Que dites-vous ? Votre intérêt est le même que le sien. Il est hors de doute qu'il agit contre le survivant des 2 frères. Ce n'est pas contre Monsieur Andermatt qu'il cherche des armes, mais contre Alfred Varin. Aidez-le. Comment ? Votre mari a-t-il ce document qui complète et qui permet d'utiliser les plans de Louis Lacombe ? Oui. Prévenez-en Salvator. Au besoin, tâchez de lui procurer ce document. Bref, entrez en correspondance avec lui. Que risquez-vous ? Le conseil était hardi, dangereux même à première vue, mais Madame Andermatt n'avait guère le choix. Aussi bien, comme disait D'April, que risquait-elle ?
Si l'inconnu était un ennemi, cette démarche n'aggravait pas la situation. Si c'était un étranger qui poursuivait un but particulier, il devait n'attacher à ses lettres qu'une importance secondaire. Quoi qu'il en soit, il y avait là une idée, et Madame Andermatt, dans son désarroi, fut trop heureuse de s'y rallier. Elle nous remercia avec effusion et promit de nous tenir au courant. Le surlendemain, en effet, elle nous envoyait ce mot qu'elle avait reçu en réponse. « Les lettres ne s'y trouvaient pas. Je les aurai. Soyez tranquille. Je veille à tout. S. » Je pris le papier. C'était l'écriture du billet que l'on avait introduit dans mon livre de chevet le soir du 22 juin. Dapri avait donc raison. Salvatore était bien le grand organisateur de cette affaire. En vérité, nous commencions à discerner quelques lueurs parmi les ténèbres qui nous environnaient, et certains points s'éclairaient d'une lumière inattendue. Mais que d'autres restaient obscurs, comme la découverte de ces 2 sets de cœur. Pour ma part, j'en revenais toujours là, plus intriguée peut-être qu'il n'eût fallu par ces 2 cartes dont les 7 petites figures transpercées avaient frappé mes yeux en de si troublantes circonstances. Quel rôle jouaient-elles dans le drame? Quelle importance devait-on leur attribuer? Quelle conclusion devait-on tirer de ce fait que le sous-marin construit sur les plans de Louis Lacombe portait le nom de 7 de cœur? Dapri, lui, s'occupait peu des 2 cartes. Tout entier à l'étude d'un autre problème dont la solution lui semblait plus urgente, il cherchait inlassablement la fameuse cachette. Et qui sait, disait-il, si je n'y trouverais point les lettres que Salvatore n'y a point trouvées. Par inadvertance, peut-être. Il est si peu croyable que les frères Varin aient enlevé d'un endroit qu'ils supposaient inaccessible l'arme dont ils savaient la valeur inappréciable. Et il cherchait. La grande salle n'ayant bientôt plus de secret pour lui, il étendait ses investigations à toutes les autres pièces du pavillon. Il scruta l'intérieur, l'extérieur, il examina les pierres et les briques des murailles, il souleva les ardoises du toit. Un jour, il arriva avec une pioche et une pelle, me donna la pelle, garda la pioche, et désignant le terrain vague, « Allons-y ». Je le suivis sans enthousiasme, il divisa le terrain en plusieurs sections qu'il inspecta successivement. Mais dans un coin, à l'angle que formaient les murs des 2 propriétés voisines, un amoncellement de moellons et de cailloux, recouvert de ronces et d'herbes, attira son attention. Il l'attaqua. Je dus l'aider. Durant 1 heure, en plein soleil, nous peinâmes inutilement. Mais lorsque, sous les pierres écartées, nous parvînmes au sol lui-même et que nous l'eûmes éventré, la pioche de Dapri mit à nu des ossements, un reste de squelette autour duquel s'effiloquaient encore des bribes de vêtements. Et soudain je me sentis pâlir. J'apercevais fichée en terre une petite plaque de fer découpée en forme de rectangle où il me semblait distinguer des taches rouges. Je me baissai. C'était bien cela. La plaque avait les dimensions d'une carte à jouer et les taches rouges d'un rouge de minium rongé par places étaient au nombre de 7, disposées comme les 7 points d'un 7 de cœur et percées d'un trou à chacune des 7 extrémités. Écoutez, Dapri, j'en ai assez de toutes ces histoires. Tant mieux pour vous si elles vous intéressent. Moi, je vous fausse compagnie. Était-ce l'émotion? Était-ce la fatigue d'un travail exécuté sous un soleil trop rude? Toujours est-il que je chancelais en m'en allant et que je dus me mettre au lit où je restais 48 heures, fiévreux et brûlant, obsédé par des squelettes qui dansaient autour de moi et se jetaient à la tête leurs cœurs sanguinolents. Dapri me fut fidèle. Chaque jour, il m'accorda 3 ou 4 heures qu'il passa, il est vrai, dans sa grande salle, à fureter, à cogner et à tapoter. « Les lettres sont là. Dans cette pièce, venait-il me dire de temps à autre. Elles sont là, j'en mettrai ma main au feu. »« Laissez-moi la paix, répondais-je, horripilé. Le matin du 3e jour, je me levai, assez faible encore, mais guéri. Un déjeuner substantiel me réconforta, mais le petit bleu que je reçus vers 5 heures contribua plus que tout à mon complet rétablissement, tellement ma curiosité fut, de nouveau, et malgré tout, piquée au vif. Le pneumatique contenait ces mots. « Monsieur, le drame dont le premier acte s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juin touche à son dénouement. La force même des choses exigeant que je mette en présence l'un de l'autre les 2 principaux personnages de ce drame et que cette confrontation ait lieu chez vous,
Je vous serais infiniment reconnaissant de me prêter votre domicile pour la soirée d'aujourd'hui. Il serait bon que de 9h à 11h, votre domestique fût éloigné, et préférable que vous-même eussiez l'extrême obligeance de bien vouloir laisser le champ libre aux adversaires. Vous avez pu vous rendre compte dans la nuit du 22 au 23 juin que je poussais jusqu'au scrupule le respect de tout ce qui vous appartient. De mon côté, je croirais vous faire injure si je doutais un seul instant de votre absolue discrétion à l'égard de celui qui signe, votre dévoué Salvatore. Il y avait dans cette missive un ton d'ironie courtoise et dans la demande qu'elle exprimait une si jolie fantaisie que je me délectais. C'était d'une désinvolture charmante et mon correspondant semblait tellement sûr de mon acquiescement. Pour rien au monde je n'eusse voulu les décevoir ou répondre à sa confiance par de l'ingratitude. À 8h, mon domestique, à qui j'avais offert une place de théâtre, venait de sortir, quand Dapri arriva. Je lui montrai le petit bleu. « Eh bien, me dit-il. Eh bien, je laisse la grille du jardin ouverte afin que l'on puisse entrer. Et vous vous en allez ? Jamais de la vie. Mais puisqu'on vous demande... On me demande la discrétion. Je serai discret, mais je tiens furieusement à voir ce qui va se passer. » Dapri se mit à rire. « Ma foi, vous avez raison. Et je reste aussi. J'ai idée qu'on ne s'ennuiera pas. » Un coup de timbre l'interrompit. « Eux ? Déjà ?» murmura-t-il. « Et 20 minutes en avance ? Impossible !» Du vestibule, je tirai le cordon qui ouvrait la grille. Une silhouette de femme traversa le jardin. Madame Andermatt. Elle paraissait bouleversée et c'est en suffoquant qu'elle balbutia. « Mon mari, il vient, il a rendez-vous, on doit lui donner des lettres. »« Comment le savez-vous » lui dis-je. « Un hasard, un mot que mon mari a reçu pendant le dîner. »« Un petit bleu ?»« Non, un message téléphonique. Le domestique me l'a remis par erreur. Mon mari me l'a pris aussitôt, mais il était trop tard, j'avais lu. »« Vous aviez lu ?»« Ceci à peu près. À 9h ce soir, soyez au boulevard Maillot avec les documents qui concernent l'affaire. En échange, les lettres. » Après le dîner, je suis remontée chez moi et je suis sortie. À l'insu de M. Andermatt ? Oui. Dapri me regarda. Qu'en pensez-vous ? Je pense ce que vous pensez, que M. Andermatt est l'un des adversaires convoqués. Par qui et dans quel but ? C'est précisément ce que nous allons voir. Je les conduisis dans la grande salle. Nous pouvions à la rigueur tenir tous les trois sous le manteau de la cheminée et nous dissimuler derrière la tenture de velours. Nous nous y installâmes. Madame Andermatt s'assit entre nous deux. Par les fentes du rideau, la pièce entière nous apparaissait. 9h sonnèrent. Quelques minutes plus tard, la grille du jardin grinça sur ses gonds. J'avoue que je n'étais pas sans éprouver une certaine angoisse et une fièvre nouvelle qui me surexcitaient. J'étais sur le point de connaître le mot de l'énigme. L'aventure déconcertante dont les péripéties se déroulaient devant moi depuis des semaines allait enfin prendre son véritable sens, et c'est sous mes yeux que la bataille allait se livrer. Dapri saisit la main de Madame Andermatt et murmura « Surtout, pas un mouvement. Quoi que vous entendiez ou voyiez, restez impassible. » Quelqu'un entra, et je reconnus tout de suite, à sa grande ressemblance avec Étienne Varin, son frère, Alfred. Même démarche lourde, même visage terreux, envahi par la barbe. Elle entra de l'air inquiet d'un homme qui a l'habitude de craindre des embûches autour de lui, qui les flaire et les évite. D'un coup d'œil, il embrasa la pièce, et j'eus l'impression que cette cheminée masquée par une portière de velours lui était désagréable. Il fit 3 pas de notre côté, mais une idée plus impérieuse sans doute le détourna, car il obligua vers le mur, s'arrêta devant le vieux roi en mosaïque à la barbe fleurie, au glaive flamboyant, l'examina longuement, montant sur une chaise, suivant du doigt le contour des épaules et de la figure, le palpant certaines parties de l'image, mais brusquement il sauta de sa chaise et s'éloigna du mur. Un bruit de pas retentissait. Sur le seuil apparut M. Andermatt. Le banquier jeta un cri de surprise. « Vous ? Vous ? C'est vous qui m'avez appelé ? » ?»« Moi ? Mais pas du tout !» protesta Varin d'une voix cassée qui me rappela celle de son frère. « C'est votre lettre qui m'a fait venir. »« Ma lettre ? Une lettre signée de vous, où vous m'offrez. Je ne vous ai pas écrit. »« Vous ne m'avez pas écrit ?
Instinctivement, Varin se mit en garde, non point contre le banquier, mais contre l'ennemi inconnu qui l'avait attiré dans ce piège. Une seconde fois, ses yeux se tournèrent de notre côté et rapidement, il se dirigea vers la porte. Monsieur Andermatt lui barra le passage. « Que faites-vous donc, Varin ?»« Il y a là-dessous des machinations qui ne me plaisent pas, je m'en vais. Bonsoir. »« Un instant. Voyons, monsieur Andermatt, n'insistez pas, nous n'avons rien à nous dire. »« Nous avons beaucoup à nous dire, et l'occasion est trop bonne. Laissez-moi passer. » Non, 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 vous ne passerez pas. Varin recula, intimidé par l'attitude résolue du banquier, et il mâchonna. Alors vite, causons, et que ce soit fini. Une chose m'étonnait, et je ne doutais pas que mes deux compagnons n'éprouvassent la même déception. Comment se pouvait-il que Salvador ne fût pas là ? N'entrait-il pas dans ses projets d'intervenir ? Et la seule confrontation du banquier et de Varin lui semblait-elle suffisante ? J'étais singulièrement troublée du fait de son absence. Ce duel combiné par lui, voulu par lui, prenait l'allure tragique des événements que suscite et commande l'ordre rigoureux du destin, et la force qui heurtait l'un à l'autre ces deux hommes impressionnait d'autant plus qu'elle résidait en dehors d'eux. D'après un moment, M. Andermatt s'approcha de Varin, et bien en face, les yeux dans les yeux, « Maintenant que des années se sont écoulées et que vous n'avez plus rien à redouter, répondez-moi franchement, Varin. Qu'avez-vous fait de Louis Lacombe ? En voilà une question, comme si je pouvais savoir ce qu'il est devenu. Vous le savez, votre frère et vous étiez attachés à ses pas, vous viviez presque chez lui, dans la maison même où nous sommes, vous étiez au courant de tous ses travaux, de tous ses projets, et le dernier soir, Varin, quand j'ai reconduit Louis Lacombe jusqu'à ma porte, j'ai vu deux silhouettes qui se dérobaient dans l'ombre. Cela, je suis prêt à le jurer. Et après, quand vous l'aurez juré ? C'était votre frère et vous, Varin. Prouvez-le. Mais la meilleure preuve, c'est que 2 jours plus tard, vous me montriez vous-même des papiers et les plans que vous aviez recueillis dans la serviette de Lacombe, et que vous me proposiez de me les vendre. Comment ces papiers étaient-ils en votre possession ? Je vous l'ai dit, monsieur Andermatt, nous les avons trouvés sur la table même de Louis Lacombe le lendemain matin, après sa disparition. Ce n'est pas vrai ! Prouvez-le. La justice aurait pu le prouver. Pourquoi ne pas vous être adressé à la justice ? Ah, pourquoi, ah ! Il se tut, le visage sombre, et l'autre reprit. Voyez-vous, monsieur Andermatt, si vous aviez eu la moindre certitude, ce n'est pas la petite menace que nous vous avons faite qui vous eût empêché. Quelle menace ? Ces lettres ? Est-ce que vous imaginez que j'y ai jamais cru un instant ? Si vous n'avez pas cru à ces lettres, pourquoi m'avez-vous offert des 1000 et des 100 pour les ravoir ? Et pourquoi, depuis, nous avez-vous fait traquer comme des bêtes, mon frère et moi ? Pour reprendre les plans auxquels je tenais. Allons donc, c'était pour les lettres. Une fois en possession des lettres, vous nous dénonciez, et plus souvent que je m'en serais dessaisie. Il eut un éclat de rire qui l'interrompit tout d'un coup. Mais en voilà assez. Nous aurons beau répéter les mêmes paroles que nous n'en serons pas plus avancés. Par conséquent, nous en resterons là. Nous n'en resterons pas là, dit le banquier. Et puisque vous avez parlé des lettres, vous ne sortirez pas d'ici avant de me les avoir rendues. Je sortirai ? Non, non. Écoutez, monsieur Andermatt, je vous conseille, vous ne sortirez pas. C'est ce que nous verrons, dit Varin avec un tel accent de rage que madame Andermatt étouffa un faible cri. Il dut l'entendre car il voulut passer de force. Monsieur Andermatt le repoussa violemment. Alors je le vis qui glissait sa main dans sa poche de veston. Une dernière fois, les lettres d'abord. Varin tira un revolver et visant monsieur Andermatt, oui ou non ? Le banquier se baissa vivement. Un coup de feu jaillit, l'arme tomba. Je fus stupéfait. C'était près de moi que le coup de feu avait jailli. C'était Daspry qui, d'une balle de pistolet, avait fait sauter l'arme de la main d'Alfred Varin. Et dressé subitement entre les deux adversaires, face à Varin, il ricanait. « Vous avez de la veine, mon ami, de la rude veine. C'est la main que je visais, et c'est le revolver que j'ai atteint. » Tous deux le contemplaient, immobiles et confondus. Il dit au banquier « Vous m'excuserez, monsieur, de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vraiment, vous jouez votre partie avec trop de maladresse. Permettez-moi de tenir les cartes. » Se tournant vers l'autre, « À nous deux, camarades, et rondement, je t'en prie. L'atout est cœur, et je joue le 7. » Et, à 3 pouces du nez, il lui colla la plaque de fer où les 7 points rouges étaient marqués. Jamais il ne m'a été donné de voir un tel bouleversement. Livide, les yeux écarquillés, les traits tordus d'angoisse, l'homme semblait hypnotisé par l'image qui s'offrait à lui. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. « Je l'ai déjà dit, un monsieur qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, mais qui s'en occupe à fond. »
Que voulez-vous ? Tout ce que tu as apporté. Je n'ai rien apporté. Si, sans quoi tu ne serais pas venu. Tu as reçu ce matin un mot te convoquant ici pour 9 heures et t'enjoignant d'apporter tous les papiers que tu avais. Or, te voici. Où sont les papiers ? Il y avait dans la voix de Dapri, il y avait dans son attitude une autorité qui me déconcertait, une façon d'agir toute nouvelle chez cet homme plutôt nonchalant d'ordinaire et doux. Absolument dompté, Varin désigna l'une de ses poches. Les papiers sont là. Ils y sont tous ? Oui. Tous ceux que tu as trouvés dans la serviette de Louis Lacombe et que tu as vendus au major von Lieben ? Oui. Est-ce la copie ou l'original ? L'original. Combien en veux-tu ? 100 000. Dapri s'esclaffa. Tu es fou, le major ne t'en a donné que 20 000. 20 000 jetés à l'eau puisque les essais ont manqué. On n'a pas su se servir des plans. Les plans sont incomplets. Alors pourquoi me les demandez-vous ? J'en ai besoin. Je t'en offre 5 000 francs, pas un sou de plus. 10 000, pas un sou de moins. Accordé. Dapri revient à M. Andermatt. Veuillez signer un chèque, monsieur. Mais c'est que je n'ai pas votre carnet ? Le voici. Ahuri, M. Andermatt palpa le carnet que lui tendait Dapri. C'est bien à moi. Comment se fait-il ? Pas de vaines paroles, je vous en prie, cher monsieur, vous n'avez qu'à signer. Le banquier tira son stylographe et signa. Varin avança la main. Bas les pattes, fit Dapri, tout n'est pas fini. S'adressant au banquier. Il était question aussi de lettres que vous réclamez. Oui, un paquet de lettres. Où sont-elles, Varin ? Je ne les ai pas. Où sont-elles, Varin ? Je l'ignore, c'est mon frère qui s'en est chargé. Elles sont cachées ici, dans cette pièce. En ce cas, vous savez où elles sont. Comment le saurais-je ? Dame, n'est-ce pas vous qui avez visité la cachette ? Vous paraissez aussi bien renseigné que Salvatore. Les lettres ne sont pas dans la cachette. Elles y sont. Ouvre-la. Varin eut un regard de méfiance. Dapri et Salvatore ne faisaient-ils réellement qu'un, comme tout le laissait présumer ? Si oui, il ne risquait rien en montrant la cachette déjà connue. Sinon, c'était inutile. Ouvre-la, répéta Dapri. Je n'ai pas de 7 de cœur. Si, celui-là, dit Dapri en tendant la plaque de fer. Varin recula, terrifié. Non, je ne peux pas. Qu'à cela ne tienne. Dapri se dirigea vers le vieux monarque à la barbe fleurie, monta sur une chaise, appliqua le 7 de cœur au bas du glaive contre la garde, de façon à ce que les bords de la plaque recouvrissent exactement les 2 bords de l'épée. Puis, avec l'aide d'un poinçon qu'il introduisit tour à tour dans chacun des 7 trous pratiqués à l'extrémité des 7 points de cœur, il pesa sur 7 petites pierres de la mosaïque. À la 7e pierre enfoncée, un déclenchement se produisit et tout le buste du roi pivota, démasquant une large ouverture aménagée comme un coffre avec des revêtements de fer et 2 rayons d'acier luisants. « Tu vois bien, Varin, que le coffre est vide. » En effet, alors c'est que mon frère aura retiré les lettres. Dapri revint vers l'homme et lui dit « Ne joue pas au plus fin avec moi, il y a une autre cachette, où est-elle ?»« Il n'y en a pas. »« Est-ce de l'argent que tu veux, combien ?»« 10 000. » Monsieur Andermatt, ces lettres valent-elles 10 000 francs pour vous ? Oui, dit le banquier d'une voix forte. Varin ferma le coffre, prit le 7 de cœur, non sans une répugnance visible, et l'appliqua sur le glaive, contre la garde et juste au même endroit. Successivement, il enfonça le poinçon à l'extrémité des 7 points de cœur. Il se produisit un second déclenchement, mais cette fois, chose inattendue, ce ne fut qu'une partie du coffre qui pivota, démasquant un petit coffre pratiqué dans l'épaisseur même de la porte qui fermait le plus grand. Le paquet de lettres était là, noué d'une ficelle et cacheté. Varin le remit à Dapri. Celui-ci demanda « Le chèque est prêt, monsieur Andermatt ?»« Oui. Et vous avez aussi le dernier document que vous tenez de Louis Lacombe et qui complète les plans du sous-marin ?»« Oui. » L'échange se fit. Dapri empocha le document et le chèque et offrit le paquet à monsieur Andermatt. « Voici ce que vous désiriez, monsieur. » Le banquier hésita un moment, comme s'il avait peur de toucher à ces pages maudites qu'il avait cherchées avec tant d'âpreté, puis, d'un geste nerveux, il s'en empara. Auprès de moi, j'entendis un gémissement. Je saisis la main de madame Andermatt. Elle était glacée. Et Dapri dit au banquier « Je crois, monsieur, que notre conversation est terminée. Oh, pas de remerciements, je vous en prie. Le hasard seul a voulu que je puisse vous être utile. » Monsieur Andermatt se retira. Il emportait les lettres de sa femme à Louis Lacombe.
À merveille, s'écria Dappry d'un air enchanté. Tout s'arrange pour le mieux, nous n'avons plus qu'à boucler notre affaire, camarade. Tu as les papiers ? Les voilà tous. Dappry les compulsa, les examina attentivement, les enfouit dans sa poche. Parfait, tu as tenu parole. Mais quoi ? Les 2 chèques ? L'argent ? Eh bien, tu as de l'aplomb, mon bonhomme. Comment tu oses réclamer ? Je réclame ce qui m'est dû. On te doit donc quelque chose pour des papiers que tu as volés. Mais l'homme paraissait hors de lui. Il tremblait de colère, les yeux injectés de sang. « L'argent ! Les 20 000 !» bégaya-t-il. « Impossible, j'en ai l'emploi. »« L'argent ! Allons, sois raisonnable et laisse donc ton poignard tranquille. » Il lui saisit le bras si brutalement que l'autre hurla de douleur. Et il ajouta « Va-t'en, camarade, l'air te fera du bien. Veux-tu que je te reconduise ? Nous irons par le terrain vague, que je te montrerai un tas de cailloux sous lequel... »« Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai !» Mais oui, c'est vrai, cette petite plaque de fer aux 7 points rouges vient de là-bas. Elle ne quittait jamais Louis Lacombe, tu te rappelles ? Ton frère et toi l'avez enterré avec le cadavre, et avec d'autres choses qui intéresseront énormément la justice. Varin se recouvrit le visage de ses poings rageurs, puis il prononça « Soit, je suis roulé, n'en parlons plus. Un mot cependant, un seul mot, je voudrais savoir... » J'écoute. Il y avait dans ce coffre, dans le plus grand des 2, une cassette. Oui. Quand vous êtes venu ici, la nuit du 22 au 23 juin, elle y était ? Oui. Elle contenait tout ce que les frères Varin y avaient enfermé, une assez jolie collection de bijoux, diamants, perles, raccrochés de droite et de gauche par les 10 frères. Et vous l'avez prise ? Dame, mets-toi à ma place. Alors c'est en constatant la disparition de la cassette que mon frère s'est tué ? Probable. La disparition de votre correspondance avec le major von Lieben n'eût pas suffi, mais la disparition de la cassette... Est-ce là tout ce que tu avais à me demander ? Ceci encore. Votre nom ? Tu dis cela comme si tu avais des idées de revanche. Parbleu, la chance tourne. Aujourd'hui vous êtes le plus fort, mais demain... Ce sera toi. J'y compte bien, votre nom. Arsène Lupin. Arsène Lupin ? L'homme chancela, assommé comme par un coup de massue. On eût dit que ces 2 mots lui enlevaient toute espérance. Dappry se mit à rire. Ah, ça, t'imaginais-tu qu'un monsieur Durand ou Dupont aurait pu monter toute cette belle affaire ? Allons donc, il fallait au moins un Arsène Lupin. Et maintenant que tu es renseigné, mon petit, va préparer ta revanche. Va, Arsène Lupin t'attend. Et il le poussa dehors sans un mot de plus. Dappry, Dappry, criai-je en lui donnant encore et malgré moi le nom sous lequel je l'avais connu. J'écartai le rideau de velours, il accourut. Quoi ? Qu'y a-t-il ? Madame Andermatt est souffrante. Il s'empressa, lui fit respirer des sels, et tout en la soignant, il m'interrogeait. « Eh bien, que s'est-il passé ?»« Les lettres, lui dis-je, les lettres de Louis Lacombe que vous avez données à son mari. » Il se frappa le front. « Elle a cru que j'avais fait cela. » Mais oui, après tout, elle pouvait le croire, imbécile que je suis. Madame Andermatt, ranimée, l'écoutait avidement. Il sortit de son portefeuille un petit paquet, en tout point semblable à celui qu'avait emporté Monsieur Andermatt. « Voici vos lettres, madame, les vraies. »« Mais les autres ? » ?»« Les autres sont les mêmes que celles-ci, mais recopiées par moi, cette nuit, soigneusement arrangées. Votre mari sera d'autant plus heureux de les lire qu'il ne se doutera pas de la substitution, puisque tout a paru sous ses yeux. L'écriture, il n'y a pas d'écriture qu'on ne puisse imiter. » Elle le remercia, avec les mêmes paroles de gratitude qu'elle eût adressées à un homme de son monde, et je vis bien qu'elle n'avait pas dû entendre les dernières phrases échangées entre Varin et Arsène Lupin. Moi, je le regardais, non sans embarras, ne sachant trop que dire à cet ancien ami qui se révélait à moi sous un jour si imprévu. Lupin. C'était Lupin, mon camarade de cercle n'était autre que Lupin. Je n'en revenais pas, mais lui, très à l'aise. Vous pouvez faire vos adieux à Jean Dappry. Ah ? Oui, Jean Dappry part en voyage, je l'envoie au Maroc. Il est fort possible qu'il y trouve une fin digne de lui. J'avoue même que c'est son intention. Mais Arsène Lupin nous reste ? Oh, plus que jamais. Arsène Lupin n'est encore qu'au début de sa carrière, et il compte bien... Un mouvement de curiosité irrésistible me jeta sur lui, et l'entraînant à quelque distance de Madame Andermatt, « Vous avez donc fini par découvrir la seconde cachette, celle où se trouvait le paquet de lettres ? J'ai eu assez de mal, c'est hier seulement, l'après-midi, pendant que vous étiez couché, et pourtant Dieu sait combien c'était facile, mais les choses les plus simples sont celles auxquelles on pense en dernier. » Me montrant le 7 de cœur, j'avais bien deviné que pour ouvrir le grand coffre, il fallait appuyer cette carte contre le glaive du bonhomme en mosaïque.
Comment avez-vous deviné cela ? Aisément, par mes informations particulières. Je savais en venant ici le 22 juin au soir, après m'avoir quitté. Oui, après vous avoir mis par des conversations choisies dans un état d'esprit tel qu'un nerveux et un impressionnable comme vous devait fatalement me laisser agir à ma guise sans en sortir de son lit. Le raisonnement était juste. Je savais donc en venant ici qu'il y avait une cassette cachée dans un coffre à serrure secrète et que le 7 de cœur était la clé, le mot de cette serrure. Il ne s'agissait plus que de traquer ce 7 de cœur à mon endroit, que de placer ce 7 de cœur à un endroit qui lui fut visiblement réservé. 1 heure d'examen m'a suffi. 1 heure ? Observez le bonhomme en mosaïque. Le vieil empereur. Ce vieil empereur est la représentation exacte du roi de cœur de tous les jeux de cartes, Charlemagne. En effet, mais pourquoi le 7 de cœur ouvre-t-il tantôt le grand et tantôt le petit ? Pourquoi n'avez-vous ouvert d'abord que le grand coffre ? Pourquoi ? Mais parce que je m'obstinais toujours à placer mon 7 de cœur dans le même sens. Hier seulement je me suis aperçue qu'en le retournant, c'est-à-dire en mettant le 7e point, celui du milieu, en l'air au lieu de le mettre en bas, la disposition des 7 points changeait. Parbleu. Évidemment parbleu, mais encore fallait-il y songer. Autre chose, vous ignoriez l'histoire des lettres avant que Madame Andermatt en parlât devant moi ? Oui. Je n'avais découvert dans le coffre, outre la cassette, que la correspondance des 2 frères, correspondance qui m'a mis sur la voie de leur trahison. Somme toute, c'est par hasard que vous avez été amené d'abord à reconstituer l'histoire des 2 frères, puis à rechercher les plans et les documents du sous-marin. Par hasard. Mais dans quel but avez-vous recherché ? Dapri m'interrompit en riant. Mon Dieu, comme cette affaire vous intéresse ! Elle me passionne. Eh bien, tout à l'heure, quand j'aurai reconduit Madame Andermatt et fait porter à l'Écho de France le mot que je vais écrire, je reviendrai et nous entrerons dans le détail. Il s'assit et écrivit une de ces petites notes lapidaires où se divertit la fantaisie du personnage. Qui ne se rappelle le bruit que fit celle-ci dans le monde entier ? Arsène Lupin a résolu le problème que Salvador a posé dernièrement. Maître de tous les documents et plans originaux de l'ingénieur Louis Lacombe, il les a fait parvenir entre les mains du ministre de la Marine. À cette occasion, il ouvre une souscription dans le but d'offrir à l'État le premier sous-marin construit d'après ses plans. Et il s'inscrit lui-même en tête de cette souscription pour la somme de 20 000 francs. Les 20 000 francs des chèques de M. Andermatt, lui dis-je quand il lui donnait le papier à lire. Précisément, il est équitable que Varin rachète en partie sa trahison. Et voilà comment j'ai connu Arsène Lupin. Voilà comment j'ai su que Jean Dapri, camarade de cercle, relation mondaine, n'était autre qu'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Voilà comment j'ai noué des liens d'amitié fort agréables avec notre grand homme, et comment, peu à peu, grâce à la confiance dont il veut bien m'honorer, je suis devenu son très humble, très fidèle et très reconnaissant historiographe. Histoire numéro 7, le coffre-fort de Madame Imbert. À 3 heures du matin, il y avait encore une demi-douzaine de voitures devant un des petits hôtels de peintres qui composent l'unique côté du boulevard Berthier. La porte de cet hôtel s'ouvrit, un groupe d'invités, hommes et dames, en sortirent, 4 voitures filèrent de droite et de gauche, et il ne restait sur l'avenue que 2 messieurs qui se quittèrent au coin de la rue de Courcelles, où demeurait l'un d'eux. L'autre résolut de rentrer à pied jusqu'à la porte Maillot. Il traversa donc l'avenue de Villiers, continua son chemin sur le trottoir opposé aux fortifications. Par cette belle nuit d'hiver, pure et froide, il avait plaisir à marcher, on respirait bien. Le bruit de ses pas résonnait allègrement. Mais au bout de quelques minutes, il eut l'impression désagréable qu'on le suivait. De fait, s'étant retourné, il aperçut l'ombre d'un homme qui se glissait entre les arbres. Il n'était point peureux, cependant il hâta le pas afin d'arriver le plus vite possible à l'octroi des termes. Mais l'homme se mit à courir. Assez inquiet, il jugea plus prudent de lui faire face et de tirer son revolver. Et il n'en eut pas le temps. L'homme l'assaillit violemment et tout de suite une lutte s'engagea sur le boulevard désert. Lutte à bras-le-corps où il sentit aussitôt qu'il avait le désavantage. Il appela au secours, se débattit, fut renversé contre un tas de cailloux, serré à la gorge, bâillonné d'un mouchoir que son adversaire lui enfonçait dans la bouche. Ses yeux se fermèrent, ses oreilles bourdonnèrent, et il allait perdre connaissance lorsque soudain l'étreinte se desserra, et l'homme qui l'étouffait de son poids se releva pour se défendre à son tour contre une attaque imprévue.
Un coup de canne sur le poignet, un coup de botte sur la cheville, l'homme poussa 2 grognements de douleur et s'enfuit en boitant et en jurant. Sans daigner le poursuivre, le nouvel arrivant se pencha et dit « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Il n'était pas blessé, mais fort étourdi et incapable de se tenir debout. Par bonheur, un des employés d'octroi, attiré par les cris, accourut. Une voiture fut requise, le monsieur y prit place, accompagné de son sauveur, et on le conduisit à son hôtel de l'avenue de la Grande Armée. Devant la porte, tout à fait remis, il se confondit en remerciements. « Je vous dois la vie, monsieur. Veuillez croire que je ne l'oublierai point. Je ne veux pas effrayer ma femme en ce moment, mais je tiens à ce qu'elle vous exprime elle-même, dès aujourd'hui, toute ma reconnaissance. » Il le pria de venir déjeuner, et il lui dit son nom, Ludovic Humbert, ajoutant « Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur ?»« Mais certainement, fit l'autre. » Et il se présenta. « Arsène Lupin. » Arsène Lupin n'avait pas encore cette célébrité que lui avait valu l'affaire Cahorn, son évasion de la santé et tant d'autres exploits retentissants. Il ne s'appelait même pas Arsène Lupin. Ce nom auquel l'avenir réservait un tel lustre fut spécialement imaginé pour désigner le sauveur de M. Humbert, et l'on peut dire que c'est dans cette affaire qu'il reçut le baptême du feu. Prêt au combat, il est vrai, armé de toutes pièces, mais sans ressources, sans l'autorité que donne le succès, Arsène Lupin n'était qu'apprenti dans une profession où il devait bientôt passer maître. Aussi, quel frisson de joie à son réveil quand il se rappela l'invitation de la nuit. Enfin, il touchait au but, enfin il entreprenait une œuvre digne de ses forces et de son talent. Des millions des Humbert, quelle proie magnifique pour un appétit comme le sien. Il fit une toilette spéciale, redingote râpée, pantalon élimé, chapeau de soie un peu rougeâtre, manchettes et faux cols effilochés, le tout fort propre, mais sentant la misère. Comme cravate à un ruban noir épinglé d'un diamant de noix à surprise, et ainsi accoutré, il descendit l'escalier du logement qu'il occupait à Montmartre. Au 3e étage, sans s'arrêter, il frappa du pommeau de sa canne sur le battant d'une porte close. Dehors, il gagna les boulevards extérieurs. Un tramway passait, il y prit place, et quelqu'un qui marchait derrière lui, le locataire du 3e étage, s'assit à son côté. Au bout d'un instant, cet homme lui dit « Eh bien, patron ? Eh bien, c'est fait. » « Comment ? J'y déjeune. » « Vous y déjeunez ? Tu ne voudrais pas, j'espère, que j'eusse exposé gratuitement des jours aussi précieux que les miens. J'ai arraché M. Ludovic Humbert à la mort certaine que tu lui réservais. M. Ludovic Humbert est une nature reconnaissante. Il m'invite à déjeuner. » Un silence et l'autre hasarda. « Alors vous n'y renoncez pas. » « Mon petit, fit Arsène, si j'ai machiné la petite agression de cette nuit, si je me suis donné la peine à 3 heures du matin, le long des fortifications, de t'allonger un coup de canne sur le poignet et un coup de pied sur le tibia, risquant ainsi d'endommager mon unique ami, ce n'est pas pour renoncer maintenant au bénéfice d'un sauvetage si bien organisé. Mais les mauvais bruits qui courent sur la fortune, laisse-les courir. Il y a 6 mois que je poursuis l'affaire, 6 mois que je me renseigne, que j'étudie, que je tends mes filets, que j'interroge les domestiques, les prêteurs et les hommes de paille, 6 mois que je vis dans l'ombre du mari et de la femme, par conséquent je sais à quoi m'en tenir. Que la fortune provienne du vieux Brawford, comme ils le prétendent, ou d'une autre source, j'affirme qu'elle existe, et puisqu'elle existe, elle est à moi. Bigre, 100 millions. Mettons-en 10 ou même 5, n'importe. Il y a de gros paquets de titres dans le coffre-fort. C'est bien le diable si un jour ou l'autre je ne mets pas la main sur la clé. Le tramway s'arrêta à place de l'Étoile. L'homme murmura. Ainsi, pour le moment, rien à faire. Je t'avertirai, nous avons le temps. 5 minutes après, Arsène Lupin montait le somptueux escalier de l'hôtel Humbert et Ludovic le présentait à sa femme. Gervaise était une bonne petite dame, toute ronde, très bavarde. Elle fit à Lupin le meilleur accueil. « J'ai voulu que nous soyons seuls à fêter notre sauveur, dit-elle. Et dès l'abord, on traita notre sauveur comme un ami d'ancienne date. Au dessert, l'intimité était complète et les confidences allèrent bon train. Arsène raconta sa vie. La vie de son père, intègre magistrat, les tristesses de son enfance, les difficultés du présent. Gervaise, à son tour, dit sa jeunesse, son mariage, les bontés du vieux Brawford, les 100 millions dont elle avait hérité, les obstacles qui retardaient l'entrée en jouissance, les emprunts qu'elle avait dû contracter à des taux exorbitants, ses interminables démêlés avec les neveux de Brawford et les oppositions et les séquestres, tout enfin.
Pensez donc, monsieur Lupin, les titres sont là, à côté, dans le bureau de mon mari, et si nous en détachons un seul coupon, nous perdons tout. Ils sont là, dans notre coffre-fort, et nous ne pouvons pas y toucher. » Un léger frémissement secoua monsieur Lupin à l'idée de ce voisinage, et il eut la sensation très nette que monsieur Lupin n'aurait jamais assez d'élévation d'âme pour éprouver les mêmes scrupules que la bonne dame. « Ah, ils sont là, murmura-t-il, la gorge sèche. Ils sont là. » Des relations commencées sous de tels auspices ne pouvaient que former des nœuds plus étroits. Délicatement interrogé, Arsène Lupin avoua sa misère, sa détresse. Sur le champ, le malheureux garçon fut nommé secrétaire particulier des deux époux, aux appointements de 150 francs par mois. Il continuerait à habiter chez lui, mais il viendrait chaque jour prendre les ordres de travail, et pour plus de commodité, on mettrait à sa disposition comme cabinet de travail une des chambres du 2e étage. Il choisit. Par quel excellent hasard se trouva-t-elle au-dessus du bureau de Ludovic ? Arsène ne tarda pas à s'apercevoir que son poste de secrétaire ressemblait furieusement à une sinécure. En 2 mois, il n'eut que 4 lettres insignifiantes à recopier et ne fut appelé qu'une fois dans le bureau de son patron, ce qui ne lui permit qu'une fois de contempler officiellement le coffre-fort. En outre, il nota que le titulaire de cette sinécure ne devait pas être jugé digne de figurer auprès du député Anquetil ou du bâtonnier Grouvel, car on omit de le convier aux fameuses réceptions mondaines. Il ne s'en plaignit point, préférant de beaucoup garder sa modeste petite place à l'ombre, et se tint à l'écart, heureux et libre. D'ailleurs, il ne perdait pas son temps. Il rendit tout d'abord un certain nombre de visites clandestines au bureau de Ludovic et présenta ses devoirs au coffre-fort, lequel n'en resta pas moins hermétiquement fermé. C'était un énorme bloc de fonte et d'acier à l'aspect rébarbatif et contre quoi ne pouvaient prévaloir ni les limes, ni les vrilles, ni les pinces Monseigneur. Arsène Lupin n'était pas entêté. Où la force échoue, la ruse réussit, se dit-il. L'essentiel est d'avoir un œil et une oreille dans la place. Il prit donc les mesures nécessaires et, après de minutieux et pénibles sondages à travers le parquet de sa chambre, il introduisit un tuyau de plomb qui aboutissait au plafond du bureau entre 2 moulures de la corniche. Par ce tuyau, tube acoustique et lunettes d'approche, il espérait voir et entendre. Dès lors, il vécut à plat ventre sur son parquet. Et de fait, il vit souvent les Humbert en conférence devant le coffre, compulsant des registres et maniant des dossiers. Quand il tournait successivement les 4 boutons qui commandaient la serrure, il tâchait, pour savoir le chiffre, de saisir le nombre de crans qui passaient. Il surveillait leurs gestes, il épiait leurs paroles. Que faisait-il de la clé ? La cachait-il ? Un jour, il descendit en hâte, les ayant vus qui sortaient de la pièce sans refermer le coffre, et il y entra résolument. Ils étaient revenus. « Oh, excusez-moi, dit-il, je me suis trompé de porte. » Mais Gervaise se précipita et l'attirant. « Entrez donc, monsieur Lupin, entrez donc, n'êtes-vous pas chez vous ici? Vous allez nous donner un conseil. Quel titre devons-nous vendre? De l'extérieur ou de la rente ?» Mais l'opposition, objecta Lupin, très étonné. « Oh, elle ne frappe pas tous les titres. » Elle écarta le battant. Sur les rayons s'entassaient des portefeuilles ceinturés de sangles. Elle en saisit un, mais son mari protesta. « Non, non, Gervaise, ce serait de la folie de vendre de l'extérieur. Elle va monter, tandis que la rente est au plus haut. Qu'en pensez-vous, mon cher ami ?» Le cher ami n'avait aucune opinion. Cependant, il conseilla le sacrifice de la rente. Alors elle prit une autre liasse, et dans cette liasse, au hasard, un papier. C'était un titre de 3% de 1374 francs. Ludovic le mit dans sa poche. L'après-midi, accompagné de son secrétaire, il fit vendre ce titre par un agent de change et toucha 46 000 francs. Quoi qu'en eût dit Gervaise, Arsène Lupin ne se sentait pas chez lui. Bien au contraire, sa situation dans l'hôtel Humbert le remplissait de surprises. À diverses occasions, il put constater que les domestiques ignoraient son nom. Ils l'appelaient « monsieur ». Ludovic le désignait toujours ainsi. « Vous préviendrez monsieur. Est-ce que monsieur est arrivé ?» Pourquoi cette appellation énigmatique ? D'ailleurs, après l'enthousiasme du début, les Humbert lui parlaient à peine, et tout en le traitant avec les égards dus à un bienfaiteur, ne s'occupaient jamais de lui. On avait l'air de le considérer comme un original qui n'aime pas qu'on l'importune, et on respectait son isolement, comme si cet isolement était une règle édictée par lui, un caprice de sa part. Une fois qu'il passait dans le vestibule, il entendit Gervaise qui disait à 2 messieurs «
C'est un tel sauvage. Soit, pensa-t-il, nous sommes un sauvage. En renonçant à s'expliquer les bizarreries de ces gens, il poursuivait l'exécution de son plan. Il avait acquis la certitude qu'il ne fallait point compter sur le hasard ni sur une étourderie de Gervaise que la clé du coffre ne quittait pas, et qui, au surplus, n'eût jamais emporté cette clé sans avoir préalablement brouillé les lettres de la serrure. Ainsi donc il devait agir. Un événement précipita les choses, la violente campagne menée contre les Humbert par certains journaux. On les accusait d'escroquerie. Arsène Lupin assista aux péripéties du drame, aux agitations du ménage, et il comprit qu'en tardant davantage, il allait tout perdre. 5 jours de suite, au lieu de partir vers 6 heures comme il en avait l'habitude, il s'enferma dans sa chambre. On le supposait sorti. Lui s'étendait sur le parquet et surveillait le bureau de Ludovic. Les 5 soirs, la circonstance favorable qui l'attendait ne s'étant pas produite, il s'en alla au milieu de la nuit par la petite porte qui desservait la cour, et il en possédait la clé. Mais le 6e jour, il apprit que les Humbert, en réponse aux insinuations malveillantes de leurs ennemis, avaient proposé qu'on ouvrît le coffre et qu'on en fît l'inventaire. « C'est pour ce soir, pensa Lupin. Et en effet, après le dîner, Ludovic s'installa dans son bureau, Gervaise le rejoignit, ils se mirent à feuilleter le registre du coffre. 1 heure s'écoula, puis une autre heure, il entendit les domestiques qui se couchaient. Maintenant, il n'y avait plus personne au premier étage. Minuit. Les Humbert continuaient leur besogne. « Allons-y, » murmura Lupin. Il ouvrit sa fenêtre. Elle donnait sur la cour, et l'espace, par la nuit, sans lune et sans étoiles, était obscur. Il tira de son armoire une corde à nœuds qu'il assujettit à la rampe du balcon, enjamba et se laissa glisser doucement en s'aidant d'une gouttière jusqu'à la fenêtre située au-dessous de la sienne. C'était celle du bureau, et le voile épais des rideaux molletonnés masquait la pièce. Debout sur le balcon, il resta un moment immobile, l'oreille tendue, aux aguets. Tranquillisé par le silence, il poussa légèrement les 2 croisées. Si personne n'avait eu soin de les vérifier, elles devaient céder à l'effort car lui, au cours de l'après-midi, en avait tourné l'espagnolette de façon qu'elle n'entra plus dans les gâches. Les croisées cédèrent. Alors, avec des précautions infinies, il les entrebâilla davantage. Dès qu'il put glisser la tête, il s'arrêta. Un peu de lumière filtrait entre les 2 rideaux mal joints. Il aperçut Gervaise et Ludovic, assis à côté du coffre. Ils n'échangeaient que de rares paroles et, à voix basse, absorbés par leur travail. Arsène calcula la distance qui le séparait d'eux, établit les mouvements exacts qu'il lui faudrait faire pour les réduire l'un après l'autre à l'impuissance avant qu'ils n'eussent le temps d'appeler au secours, et il allait se précipiter lorsque Gervaise dit « Comme la pièce s'est refroidie depuis un instant, je vais me mettre au lit. Et toi ? Je voudrais finir. » « Finir ? Mais tu en as pour la nuit ? » « Mais non, 1 heure au plus. » Elle se retira. 20 minutes, 30 minutes passèrent, Arsène poussa la fenêtre un peu plus. Les rideaux frémirent. Il poussa encore. Ludovic se retourna et, voyant les rideaux gonflés par le vent, se leva pour fermer la fenêtre. Il n'y eut pas un cri, pas même une apparence de lutte. En quelques gestes précis et sans lui faire le moindre mal, Arsène l'étourdit, lui enveloppa la tête avec le rideau, le ficela de telle manière que Ludovic ne distingua même pas le visage de son agresseur. Puis, rapidement, il se dirigea vers le coffre, saisit 2 portefeuilles qu'il mit sous son bras, sortit du bureau, descendit l'escalier, traversa la cour et ouvrit la porte de service. Une voiture stationnait dans la rue. « Prends cela d'abord, dit-il au cocher, et suis-moi. » Il retourna jusqu'au bureau. En 2 voyages, ils vidèrent le coffre. Puis Arsène monta dans la chambre, enleva la corde, effaça toute trace de son passage. C'était fini. En quelques heures après, Arsène Lupin, aidé de son compagnon, opéra le dépouillement des portefeuilles. Il n'éprouva aucune déception. L'ayant prévu, à constater que la fortune des Humbert n'avait pas l'importance qu'on lui attribuait. Les millions ne comptaient pas par centaines, ni même par dizaines. Mais enfin, le total formait encore un chiffre très respectable, et c'était d'excellente valeur, obligations de chemin de fer, ville de Paris, fonds d'État, Suez, mines du Nord, etc. Il se déclarait satisfait. Certes, dit-il, il y aura un rude déchet quand le temps sera venu de négocier, on se heurtera à des oppositions et il faudra plus d'une fois liquider à vil prix. N'importe, avec cette première mise de fonds, je me charge de vivre comme je l'entends et de réaliser quelques rêves qui me tiennent au cœur. Et le reste ?
Tu peux le brûler, mon petit. Ces tas de papiers faisaient une bonne figure dans le coffre-fort. Pour nous, c'est inutile. Quant aux titres, nous allons les enfermer bien tranquillement dans le placard et nous attendrons le moment propice. Le lendemain, Arsène pensa qu'aucune raison ne l'empêchait de retourner à l'hôtel Humbert, mais la lecture des journaux lui révéla cette nouvelle imprévue. Ludovic et Gervaise avaient disparu. L'ouverture du coffre eut lieu en grande solennité. Les magistrats y trouvèrent ce qu'Arsène Lupin y avait laissé. Peu de choses. Tels sont les faits, et telle est l'explication que donne à certains d'entre eux l'intervention d'Arsène Lupin. Jean tient le récit de lui-même un jour qu'il était en veine de confidence. Ce jour-là, il se promenait de long en large dans mon cabinet de travail et ses yeux avaient une petite fièvre que je ne leur connaissais pas. « Somme toute, lui dis-je, c'est votre plus beau coup !» Sans me répondre directement, il reprit. « Il y a dans cette affaire des secrets impénétrables, ainsi même après l'explication que je vous ai donnée, que d'obscurités encore. Pourquoi cette fuite? Pourquoi n'ont-ils pas profité du secours que je leur apportais involontairement? N'était-il pas si simple de dire « Les 100 millions se trouvaient dans le coffre, ils n'y sont plus parce qu'on les a volés ?» Ils ont perdu la tête. Oui, voilà, ils ont perdu la tête. D'autre part, il est vrai... Il est vrai? Non, rien. Que signifiait cette réticence? Il n'avait pas tout dit, c'était visible. Et ce qu'il n'avait pas dit, il répugnait à le dire. J'étais intriguée. Il fallait que la chose fût grave pour provoquer de l'hésitation chez un tel homme. Je lui posais des questions au hasard. Vous ne les avez pas revus? Non. Et il ne vous est pas advenu d'éprouver à l'égard de ces deux malheureux quelque pitié? Moi? Proféra-t-il en sursautant. Sa révolte m'étonna. Avais-je touché juste? J'insistais. Évidemment, sans vous, ils auraient peut-être pu faire face au danger, ou du moins partir les poches remplies. Des remords, c'est bien cela que vous m'attribuez, n'est-ce pas? Dame, il frappa violemment sur ma table. Ainsi, selon vous, je devrais avoir des remords. Appelez ça des remords ou des regrets, bref, un sentiment quelconque. Un sentiment quelconque pour des gens à qui vous avez dérobé une fortune. Quelle fortune? Enfin, ces 2 ou 3 liasses de titres. Ces 2 ou 3 liasses de titres, je leur ai dérobé des paquets de titres, n'est-ce pas? Une partie de leur héritage, voilà ma faute, voilà mon crime. Mais sacrebleu, mon cher, vous n'avez donc pas deviné qu'ils étaient faux, ces titres? Vous vous entendez? Ils étaient faux! Je le regardais, abasourdi. Faux? Les 4 ou 5 millions? Faux! S'écria-t-il rageusement. Archi faux! Faux les obligations de la ville de Paris, les fonds d'État, du papier, rien que du papier, pas un sou. Je n'ai pas tiré un sou de tout le bloc. Et vous me demandez d'avoir des remords? Mais c'est eux qui devraient en avoir. Ils m'ont roulé comme un vulgaire gogo. Ils m'ont plumé comme la dernière de leurs dupes et la plus stupide. Une réelle colère l'agitait, faite de rancune et d'amour-propre blessé. Mais d'un bout à l'autre, j'ai eu le dessous, dès la première heure. Savez-vous le rôle que j'ai joué dans cette affaire? Ou plutôt le rôle qu'ils m'ont fait jouer? Celui d'André Broford. Oui, mon cher, et je n'y ai vu que du feu. C'est après, par les journaux, et en rapprochant certains détails que je m'en suis aperçu. Tandis que je posais au bienfaiteur, monsieur qui a risqué sa vie pour vous tirer des griffes des Apaches, eux, ils me faisaient passer pour un des Broford. N'est-ce pas admirable? Cet original qui avait sa chambre au 2e étage, ce sauvage que l'on montrait de loin, c'était Broford, et Broford c'était moi, et grâce à moi, grâce à la confiance que j'inspirais sous le nom de Broford, les banquiers prêtaient, et les notaires engageaient leurs clients à prêter. Hein? Quelle école pour un débutant? Ah, je vous jure, la leçon m'a servi. Il s'arrêta brusquement et me saisit le bras, et il me dit d'un ton exaspéré, où il était facile cependant de sentir des nuances d'ironie et d'admiration, il me dit cette phrase ineffable. « Mon cher, à l'heure actuelle, Gervaise Humbert me doit 1500 francs. » Pour le coup, je ne pus m'empêcher de rire. C'était vraiment une bouffonnerie supérieure, et lui-même eut un accès de franche gaieté. « Oui, mon cher, 1500 francs. Non seulement je n'ai pas palpé le premier sou de mes appointements, mais encore elle m'a emprunté 1500 francs, toutes mes économies de jeune homme. Et savez-vous pourquoi? Je vous le donne en 1000, pour ces pauvres, comme je vous le dis. Pour ces prétendus malheureux qu'elle soulageait à l'insu de Ludovic. Et j'ai coupé là-dedans. Est-ce assez drôle, hein? Arsène Lupin refait de 1500 francs et refait par la bonne dame à laquelle il volait 4 millions de titres faux. Et que de combinaisons, d'efforts et de ruses géniales il m'a fallu pour arriver à ce beau résultat. C'est la seule fois que j'ai été roulé dans ma vie,
Mais fichtre, je l'ai bien été cette fois-là. Et proprement, dans les grands prix. Et c'est tout pour ce soir. Parce qu'après, sinon, il faut commencer une nouvelle histoire. On a encore 6 minutes de musique. On va s'écouter tranquillement. En même temps qu'on va reprendre contact avec Miss Play. T'es toujours là, Miss Play? Oui, je suis là. Coucou. Oh, t'as bien avancé, dis donc, sur la texture. Ouais, ça va. Attends. Ah, on a commencé à faire un peu de rendu, un peu de shading. Je vois ça. Ça m'impressionne toujours autant comment ça naît sous tes doigts. Merci. Alors, sur Arsène Lupin, il nous reste une seule séance de lecture. Ça fait à peu près 60 pages. Ok. Ça s'appelle La Perle Noire et ça s'appelle Herlock Sholm arrive trop tard. Herlock Sholm. Ouais, on va faire rencontrer Arsène Lupin et Sherlock. Et ça, c'est trop drôle. T'as lu Sherlock Holmes juste avant? Surtout qu'on a lu Sherlock Holmes juste avant, ouais. C'est assez marrant. En fait, il y a même un tome entier d'Arsène Lupin qui s'appelle Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Enfin, contre Herlock Sholmes, en fait. C'est excellent. Excellent. Et tu Donc, sais ce que tu vas lire après? Et ben du coup, alors, j'avais deux propositions. Il y avait Dracula. Mais en fait, je l'ai lu en entier moi d'abord. Et il est quand même assez... un petit peu glauque, quoi. Un petit peu ardos. Donc je sais pas trop si c'est adapté ou si dans ce cas-là on les ferait pas un peu plus tard. Parce que du coup on faisait la lecture à 20h, à 19h. Non, à 20h, on faisait à 20h. C'est un peu tôt, je trouve, pour des histoires de sang et de morts vivants. Et Ouais. du coup, je voulais te proposer éventuellement de le faire sur la dernière heure de tes 3 heures de stream à toi. Dans ce cas-là, pas de soucis. si ça te va. Je peux faire ça, ouais. On peut décaler un peu. Parce que c'est vrai que c'est très très sympa, c'est assez bien écrit. Alors après, ça a un autre inconvénient, c'est que c'est un roman. Et donc là, pour le coup, les gens ils seront obligés de suivre d'une fois sur l'autre, quoi. Sinon, mon autre solution, c'était de lire à l'horaire normal, mais de lire que les quelques premiers chapitres qui présentent un peu le tableau, qui lancent l'histoire, mais qui sont pas trop effrayants. Ça peut se faire aussi. Et l'autre proposition, c'était La machine à remonter le temps. Ah. Qui est une nouvelle aussi, qui date aussi des années 1900 et quelques, qui est de la science-fiction. Et c'est assez sympa, là je pense qu'il y en a pour 2 ou 3 séances à peu près, parce que c'est 200 pages. Ouais, ça fait peut-être plus 3 à 4 d'ailleurs que 2 ou 3. Mais... Donc voilà. Ok. Bah moi comme ça de base, Dracula, c'est vrai que ça me tentait vraiment. Ça te branchait? Ouais. C'est vraiment un truc qui m'inspirait bien pour faire des dessins. Ouais, je me doute. Ça peut être cool. La machine à remonter le temps, je connais moins comme... Ça, c'est de la science-fiction avec un côté un peu philosophique, puisqu'en fait le mec se projette dans ce que pourrait être l'humanité en l'an 80 000. Donc Oula, c'est assez... voilà, il part très très loin. Donc c'est assez marrant. Et puis c'est surtout que c'est tellement la racine d'un mythe. Je trouvais ça sympa de le lire. Et puis il y a les contes de Andersen aussi. Qui peuvent être assez sympas. À illustrer aussi, je pense que c'est pareil, ça donne pas mal de choix. L'inconvénient pour le coup, c'est l'inverse des autres, c'est que c'est plutôt des contes assez courts, ça va faire quelques dizaines de pages à chaque fois, donc ça veut dire presque 10 contes dans une lecture. Du coup, pour toi, c'est peut-être un peu plus compliqué à illustrer, à moins que tu choisisses un dessin. Donc voilà. voilà. Choisir soit un dessin, soit sinon, ce que je peux faire, c'est des dessins en noir et blanc, je mets pas les couleurs, puisqu'au fond, c'est la couleur qui prend le plus de temps, je pense. Ouais, c'est vrai. Donc, on peut voir ça, mais dans tous les cas, tout ce qui est conte, un peu fantasy et tout ça, moi je suis à fond, donc voilà. Ah, ok, bah ça va, on va bien s'entendre, tout va bien. On a trouvé une bonne cliente, on est bien là ensemble. Je peux pas lire du Tolkien, non, Calvin, parce que je cherche des textes libres de droit.
À moins que tu sois éditeur ou que tu possèdes les droits de Tolkien et que tu me donnes l'autorisation écrite, je ne peux pas lire des livres édités il y a moins de 70 ans. Ah, il faut qu'il soit édité. En fait, il faut que l'auteur soit mort depuis plus de 70 ans, donc c'est même un peu oui, plus que... Ouais. En France, c'est ça. Au Canada, par exemple, c'est mort depuis plus de 50 ans. Ça donne un peu plus de... Aussi. Asimov, un petit peu compliqué, ouais. Il y a La Reine des Neiges par Andersen, ouais, que j'ai repéré, effectivement, qui pourrait être pas mal, des choses comme ça. Oui, il y en a plein qui sont super cool. Un fondu du piano. Emric, tu as le lien au-dessus, là, de Olivier, qui nous a fait toutes les impros piano, donc il peut pas être avec nous le soir quand on fait les lectures, parce que lui, il travaille, en fait, encore à ces heures-là. Mais il nous prépare à chaque fois des impros de 1 heure qui sont juste parfaites. Et moi, personnellement, je me les garde sur le téléphone et je passe